Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Corner Club. Aujourd'hui c'est la 16e et c'est parfait parce que c'est le chiffre préféré de notre invité. C'est vrai, du coup, c'est véridique. Ouais, on va parler d'un sujet. Alors ça fait un petit moment qu'on a cette émission en boîte, mais bon, problème de planning, etc. Et on va parler du comics indépendant. Qu'en est-il aujourd'hui sur la scène du comics en général, sa définition, son évolution et tout ce qui se passe aux différentes adaptations. Et alors, vous voyez qu'il y a un petit souci, on n'a pas Jimmy. Voilà, on l'a perdu, on s'est enfin débarrassé de lui. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu nos autres vidéos, on parle des adaptations séries et ciné. Je vous présente Marceau, qui est un libraire aussi qui bosse avec nous. On est trop contente que tu sois là. Depuis 1 an et demi. Moi aussi, je suis content d'être là. Trop bien. Le premier Corner Club. Et super, ça va le faire. Oui. Je suis gentille. Et du coup, un super bel invité. Franchement, je suis trop contente que tu sois là. Sylvain Rouen, du coup, est directeur éditorial de iComics, notamment parce que tu fais 1000 et un trucs. Et un peu de manga aussi. Ouais. Un peu de manga, ouais. Mais je suis là pour parler de iComics. Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas ? Eh ben oui, je m'appelle Sylvain Roux, j'ai 33 ans. Ouais, j'ai un petit doute là d'un coup, mais non, j'ai 33 ans, c'est bien ça. Je suis éditeur depuis 5 ans. Avant ça, j'étais journaliste dans la sphère pop culturelle, mais surtout comics, parce que j'ai créé un site qui s'appelle comicsblog.fr il y a... je veux pas le dire parce que ça me rajeunit pas, mais ça devait être en 2010 ou 2011. J'ai été libraire pendant quelques années aussi, et voilà, ça fait un moment que je gravite autour de ces sphères, et ça fait 5 ans que j'ai lancé iComics, et un label dans lequel on publie du comics indé, du coup, qui est un label des éditions Brajlon, qui font plutôt du roman à côté, notamment Witcher, et des choses comme ça. Ouais. Lovecraft. Je vais pas tout citer parce qu'on fait beaucoup de romans chez Brajlon. Ils en font beaucoup, et je vous invite à voir le catalogue. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo des sorties du mois de mai 2022. Des sorties, on en a 2 ce mois-ci, c'est pas souvent avec iComics, donc on va en profiter. Et je vais pas perdre de temps parce qu'en fait on est un petit peu pressé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il y a une raison toute simple pour ça, c'est qu'on n'avait pas de sortie au mois de mars. Il y a une autre raison pour ça, c'est que la vidéo du mois de février a un petit peu buzzé par rapport aux autres vidéos iComics en règle générale. Vous savez très bien pourquoi, puisque je mettais les pieds dans le plat de pourquoi le marché du comics va mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo du mois de mai 2022. Les plus observateurs auront remarqué qu'on a presque un an du coup puisque c'est la 12e vidéo, mais on n'a pas encore tout à fait un an parce que les pleines lunes c'est tous les 28 jours et il paraît que ça porte malheur de souhaiter un anniversaire en avance. Donc comme à chaque fois, on va surtout commencer par les sorties du mois. Pour entrer dans le vif du sujet, comment tu définirais le comics indépendant ? C'est la pire question, donc je vais partir tout de suite. Il y a du monde dans les escaliers, donc je peux pas partir en fait, mais il bouge le chemin. Mais alors, qu'est-ce que c'est le comics indé ? Waouh, ça fait 10 ans que je me pose la question. D'accord. Parce qu'en fait, les définitions sont multiples et c'est une histoire de curseur en fait. Ça dépend à quel moment on décide que débute l'indépendance, tu veux. J'en parlais notamment beaucoup avec Laurent Nucera, qui était chez Central Comics et avant chez Apocalypse, libraire culte à Paris. Pour lui, l'indé, c'est l'indé type Daniel Close, tu vois, tous les bouquins qu'on va retrouver chez Cornelius, etc. Là où pour moi, l'indé, c'est Image Comics, en fait. C'est un modèle d'édition. À la fois... Le modèle IDW, par exemple, qui est une maison d'édition qui publie ce que moi j'appelle des indés, ne propose pas la même indépendance aux auteurs. C'est-à-dire que chez Image, les auteurs possèdent leur série. C'est creator-owned, on appelle ça. Ça veut dire qu'ils possèdent les propriétés intellectuelles. Donc si Netflix demain vient sonner chez eux en disant on veut adapter votre histoire, on veut adapter Reckless, et Brubaker va leur dire ok, tout l'argent va dans notre poche à nous, Image va garder un petit 10%. À l'inverse, IDW va garder 50% et aura un droit décisionnel dessus. Donc est-ce que c'est tout à fait indépendant chez IDW ? Je sais pas. Pour moi, l'indé, c'est un peu ce qui sort des licences. Je dis pas du Big Two, pas uniquement ce qui sort de Marvel et DC, parce que y a beaucoup de choses qui sont pas du Marvel et DC et qui sont encore des licences. Rick and Morty, les Tortues Ninja, en ce qui me concerne. Et puis on voit de l'indé aussi dans les Big Two aujourd'hui. Alors non, par définition, on peut pas. Mais par exemple, des séries Vertigo, à la grande époque de Vertigo chez DC, elle se rapproche quand même vachement de ce qu'on fait en indé. Tu vois, un éditeur comme Axel Alonso, quand il fait Vertigo, ou Karen Berger avant, qui est pour moi une des plus grandes éditrices de tous les temps, elle a une dynamique d'indé. Après, les contrats ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que DC possède l'intégralité des personnages qui y sont développés. Je veux dire, Neil Gaiman ne possède pas Sandman, par exemple. Tu vois. Au mieux, il est très intéressé aux différentes itérations de Sandman. Là, on voit qu'il y a une série sur Netflix, il y a une série audio et tout ça. Donc,
il travaille dessus et voilà, mais ça reste ce qu'on appelle du work for hire. Donc en fait, il est payé pour bosser dessus, comme un salarié finalement qui ne possède pas, comme moi quand je fais iComics ou Mangetsu, les collections ne m'appartiennent pas finalement. Je suis payé pour alimenter ces collections. Et du coup, tu vois la définition un peu large et un peu complexe. Un peu complexe, ouais. En gros, c'est tout ce qui n'est pas de la licence. Alors après, on peut le devenir. Lock & Key démarre comme un indé et est devenu une grosse licence aujourd'hui. Donc, mais il y a un moment où ton statut change. C'est pas l'inverse, par contre. Non, t'es pas une licence qui devient indépendant. Non, ça, enfin, il y a des contre-exemples pour tout. Il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, mais là, je crois pas quand même. Mais par exemple, Walking Dead, dans ma tête, c'est un indé. Alors que c'est une licence qui a rapporté des dizaines de millions de dollars, tu vois, à ses auteurs, à ses multiples auteurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, et aux gens de AMC et aux gens qui ont exploité la licence. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué et que c'est un peu une définition vague et qui change un petit peu en fonction de comment on en parle. C'est comme les romans, le terme de roman graphique, tu sais. Ça veut jamais dire la même chose en fait, tu vois. Ça existe jamais selon vraiment, la maison d'édition, c'est très différent. Exactement. Et le week-end dernier, j'étais à une rencontre avec Olivier Jalabert et François Hercouet de Feu Glénat Comics et Urban Comics, et quelqu'un nous disait oui, mais du coup toutes les histoires qui viennent du marché américain sont des comics, enfin en bande dessinée en tout cas. Et je disais techniquement oui. Mais c'est pareil, le simple mot comics, c'est un truc sur lequel on s'entend en fait, tu vois, qui est en gros ce qui est publié par Marvel, DC, Image, IDW, Dark Horse, The Vault, et j'en passe, j'en oublie TKO, et je vais sûrement en oublier plein si je commence à faire la liste. Mais voilà, c'est plus une question de sémantique qui est liée un peu à l'endroit où tu l'utilises et en fonction des gens avec qui tu l'utilises. Mais c'est pas juste une approche artistique non plus, quoi. Parce que après ça va plus être une question d'abstraction artistique, alors que l'indé c'est quelque chose d'éditorial, de structurel pur, quoi. Ok. Je suis assez d'accord, je pense que ça dépend un peu de tout le monde. Nous, par exemple, comme on doit raisonner en tant que libraire, on a fait le choix un peu pragmatique de mettre qu'indépendant, c'est tout ce qui est hors Marvel et hors DC. Et par extension de Marvel, on a mis Star Wars dedans, genre hors Marvel, Star Wars et DC Comics. Donc même les trucs sous licence, en fait, les Tortues, Hellboy, Spawn, on a fait le choix de les mettre en indé parce que c'était une manière de les séparer des autres. Et du coup, c'était plus pratique pour nous en termes de rangement. Mais après, oui, on peut raisonner en termes... Vas-y. Non, mais du coup c'est marrant parce que Hellboy et Spawn, alors je connais pas exactement les contrats de Mignola et de McFarlane avec ses auteurs, parce que je pense qu'il exploite ses auteurs en work for hire et que rien n'appartient à Sean Lewis qui est par exemple le scénariste de Spawn en ce moment. Rick and Morty est carrément une licence, c'est carrément pas indépendant, c'est un truc qui fait des milliards de dollars et tout, enfin tu vois, ça appartient à un gros groupe. Déjà il y a ça aussi, quand t'appartiens à un gros groupe t'es rarement un indépendant, tu vois. Et donc là c'est Warner qui possède Rick and Morty par truchement, parce qu'en fait il possède Cartoon Network et qui possède Adult Swim, qui possède Rick and Morty, enfin, et par contre si je dis pas de bêtises, Hellboy est une série indépendante. Je crois que Mignola a un contrat qui est quasiment le même que le creator owned d'Image chez Dark Horse, quoi. Et c'était d'ailleurs un peu révolutionnaire à l'époque, dans les années 80 et 90, quand il commence la série, parce que ça n'existait pas encore ces modèles en fait. On était encore dans le modèle du Big Two avec du work for hire pour tout le monde. Image Comics, quand on dit qu'aujourd'hui Image Comics c'est de l'indé, c'est Image Comics depuis 2012 en fait. Avant 2012, les artistes bossaient pour le compte de la maison d'édition qui exploitait leurs travaux. Bah justement, j'avais demandé l'évolution. En fait, à partir de quand on peut dire que le comics indépendant il existe ? Bah, ça dépend de la définition qu'on lui donne. Parce que tu vois, Crumb dans les années 70, ou Charles Burns, ou Klaus et tout ça, c'est du comics indé par définition. Enfin, c'est de la BD américaine indépendante. Voilà. Après, comme c'est un peu un télo, un peu téléramesque, on ne le range pas dans le côté comics, tu vois. Mais en vrai, c'est des comics. Quoi, le comics, c'est pour les débiles ? Non, mais tu sais très bien que le comics, c'est un peu ce truc d'entertainment, tu vois, qui est dans le sillage de Marvel et DC. Ils vont toujours, de toute façon, imprégner le reste de ce côté, tu vois, un peu cool. Les 3/4 des gens pensent que le comics, c'est du super-héros. C'est déjà pas mal, tu vois, de pouvoir expliquer que c'est autre chose. Mais, que c'est beaucoup plus complet et complexe que ça. Mais non, le vrai grand shift qu'il y a eu, c'est Image en 2012, quand il y a un exode d'auteurs. Ce qui est marrant, parce que Image s'est créé dans les années 90 avec l'exode des grandes stars de Marvel et un petit peu de DC, les Jim Lee et compagnie, qui sont donc partis monter cette boîte qui s'appelle Image. Puis à la fin des années 2000, au début des années 2010, il y avait une espèce de crise créative chez Marvel et DC, parce qu'en gros, pour le dire vite, mais on est beaucoup moins bien payé quand on bosse chez Marvel et DC, quand on bosse pour soi-même et que sa série vend rien qu'un petit peu, parce qu'en fait même chez Marvel, je prends un exemple, même si tu vends 100 000 exemplaires, t'es payé la même chose, hein. T'as pas de droit d'auteur vraiment, tout ça, encore moins sur les marchés internationaux et tout. Enfin bon, bref, c'est des contrats Disney, quoi. Et à l'inverse, du coup, Image en 2000,
2011-2012 était un peu en crise de lectorat et de ça, n'arrivait pas à se renouveler et tout. Et donc, en fait, ils ont imaginé ce nouveau modèle basé sur un peu des modèles de Dark Horse et qui avait un petit peu évolué chez Boom et d'autres, qui dit aux auteurs, venez, nous on ne fait que la transition entre votre travail et le lecteur, en gros, donc la diffusion, la distribution, l'impression, un petit peu de mise en page, et si vous avez des besoins par exemple d'un graphiste, on peut vous mettre en contact avec des gens, mais c'est vous-même qui allez les payer directement, et par contre vous allez récupérer la quasi-intégralité de vos bénéfices et vous possédez ce que vous publiez. Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples, pour prendre un exemple d'un gros indé, Brian et Fiona possèdent l'intégralité de leur série. En fait, Image n'est qu'un tampon au milieu, qui est bien content par ailleurs d'apposer son logo Image par-dessus et de dire dans notre maison on publie de la qualité, tu vois. Mais parce que évidemment, Image, enfin voilà, c'est pas une plateforme web, ça revient à couper du papier, à utiliser de l'encre pour imprimer des trucs et pour les envoyer dans des camions à travers les États-Unis et tout. Donc tu peux pas non plus imprimer le moindre mec qui ça t'apporte. Donc il y a quand même via la houlette de Eric Stephenson, qui est le directeur édito d'Image, un choix, une curation qui est fait par rapport au projet qu'on lui envoie. Il décide lesquels il prend et lesquels ils vont imprimer derrière, mais en réalité, Image fait très peu de bénéfices dessus. En gros, ils remboursent leurs charges et ils prennent un tout petit bénéfice, mais qui est de l'ordre de 2 ou 3%, je crois. Enfin, tu vois, à peine ça, quoi. Après, ils ont d'autres modèles en interne qui sont possibles si tu veux être un peu plus flex et leur laisser un peu plus d'argent, mais avoir plus de garanties. Et même au niveau des dessinateurs, ça arrive que ce soit le scénariste lui-même qui paye son dessinateur. Mark Millar, par exemple, paye lui-même ses dessinateurs. Il est salarié lui-même, du coup, avec sa société à lui, parce que ça te fait plus de sécurité pour le dessinateur, qui, du coup, a soit un salaire mensuel, soit, tu vois, un fee pour chaque numéro qui est très précis et machin. Et du coup, Image n'a même pas à rentrer là-dedans. En fait. Mais par contre, le contrat, il est au nom de Millar derrière. Enfin, tu vois. Et c'est plein de. Et après, du coup, le dessinateur a un contrat avec la société de Millar où il a ses propres royautés et tout ça. Mais c'est beaucoup plus libre en fait dans l'organisation des contrats. Et ça, c'est depuis on dit souvent 2010 du coup, quoi. Mais c'est 2011-2012 en gros. Il y a eu un changement à cette période-là. Après, pour revenir sur là où se situe la limite, je pense même qu'il y a des gens pour qui, si c'est pas un comics underground qu'on vendait dans les drugstores et tout ça dans les années 70, c'est du comics, c'est pas du comics indépendant. Si c'est pas ça, c'est pas du comics indépendant. Parce que il y a quand même le label, même si c'est Image qui est à la base un truc indépendant, maintenant il y a quand même le label qui les supporte. Et à partir du moment où c'est un truc qui est un peu mainstream, ce qu'on appelle mainstream. Dès que c'est un peu organisé, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est mort, quoi. Enfin, ça devient totalement pas indépendant. Mais ce qui est entendable, parce qu'en fait, le problème, c'est que le mot indépendant, il faudrait inventer un autre mot encore, quoi, tu vois. Et malheureusement, le langage a ses limites, mais ça, c'est pour tout. Et en fait, les deux peuvent réclamer le titre d'indépendant sans être la même chose, quoi. Après, voilà, c'est juste de la sémantique pure, quoi. Nous, on voit en boutique que l'indépendant marche de plus en plus. On a un rayon dedans. Ça joue aussi peut-être avec les différentes adaptations ciné, parce qu'on voit très bien qu'il y a des corrélations entre le ciné, les séries et les comics aujourd'hui. Il y a notamment la série Rick et Morty, il y a eu la série Lock and Key. Si on parle d'iComics, est-ce que du coup, dedans, on peut faire entrer The Boys ou Umbrella qui se veut un peu plus indé Complètement. Est-ce que ça aide pour vous la scène indé? À un point inimaginable. Lock and Key, qui était déjà un gros succès avec plus de 100 000 exemplaires vendus avant la série, a triplé, quadruplé ses ventes depuis. Donc non, c'est incomparable. Rick and Morty, c'est un peu différent parce qu'en fait, on est un produit dérivé de Rick and Morty, nous. C'est un animé au départ et ensuite, enfin, dessin animé, pardon, des formations du manga. Et ensuite, nous, on est venu en faire les comics, enfin, acheter les comics qui ont été faits à partir de ça chez Onipress aux États-Unis. Mais il est clair que effectivement, aujourd'hui, il y a un intérêt à être publié notamment chez Image pour ensuite viser Hollywood. Et beaucoup d'auteurs, même beaucoup de maisons d'édition ont essayé de se monter sur ce modèle ces dernières années. Je pense à TKO qui est exactement là-dedans, qui a été monté par le producteur de Gotham, la série, la Bat-série là, qui devait être sur la CW ou sur une chaîne du genre. Et clairement, c'est une réflexion que tout le monde a dans un coin de sa tête. Moi, Shadecraft, par exemple, des auteurs de Skyward, Joe Anderson et Lee Garbett, étaient déjà optionnés par Netflix au moment même où le comic sortait. Et ça change tout, puisque si tu sais que tu as Netflix derrière, ça veut dire qu'en fait, ce qui est pour toi un comics indé devient une marque aux yeux des gens, aux yeux du grand public. Même si on en parlait tout à l'heure en déjeunant, on est dans une ère où il y a tellement de contenu que plus personne ne sait donner de la tête. Et voilà, en gros, tu choisis ta team. Après ça, tu le vends quand même en comics indé ? Ou du coup, à partir du moment où il y a une série, ça reste il passe un indé. Après, ça dépend aussi de comment c'est adapté derrière, quoi. Si c'est adapté avec des toys et des parcs d'attractions et compagnie, bah non, là, on pourra plus parler de comics indé, c'est une évidence. C'est du merchandising. Mais voilà, exactement. À partir du moment où il y a du merchandising, ça devient plus compliqué de parler de comics indé. Après, il peut y avoir du merchandising sur du comics indé. Je pense aux pins, tu vois, aux trucs un peu qu'on a à San Diego Comic Con, New York Comic Con et tout, sur des petites séries comme Extremity ou quoi de Daniel Warren Johnson, par exemple. Ça reste
évidemment du comics indé. Et d'ailleurs, Daniel est publié chez Skybound, qui est lui-même un imprint de Image, où en gros on parle d'indépendance alors que les contrats sont pas du tout les mêmes et qu'il y a plus un fonctionnement de société traditionnelle, d'entreprise traditionnelle. Après, c'est clair que artistiquement tout le monde y pense, et de toute façon à peu près tous les auteurs qui sont publiés, tu vois, en indé chez Dark Horse, Boom, Image ou quoi, sont approchés à un moment donné par un producteur. Alors après, il faut savoir que pour 2000 projets enclenchés, il y en a 2 qui finissent adaptés. Hein. Oui. Mais c'est un peu comme devenir joueur de foot, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance, il y en a un qui arrive, et ça en fait pas un exemple pour dire que c'est possible non plus pour les 1999 autres. Quoi. Mais reste que effectivement, tout le monde a ça dans un coin de la tête, et donc en ayant ça dans un coin de la tête, parce que Netflix, Amazon, Disney+, et tous les autres sont de plus en plus boulimiques d'IP, de propriété intellectuelle à aller chercher, bah du coup c'est mieux si tu possèdes l'intégralité de tes droits, parce que en gros tu vas signer un premier contrat d'option où tu vas récupérer quelques dizaines de milliers d'euros en général, et si ton option va jusqu'à l'adaptation, là tu vas récupérer plusieurs centaines de milliers d'euros, voire travailler sur ta série, voire en être le producteur exécutif, etc. Après, encore une fois, c'est un entonnoir où il y a plein d'autres logiques qui peuvent exister. Et c'est marrant parce que dans ta question tu dis que l'indé se vend de plus en plus et que nous on le voit, mais c'est aussi parce que peut-être que nous on est un peu biaisé par le fait qu'on est une librairie vraiment spécialisée dans le comics, que du coup on en lit pas mal, et que ce qu'on aime en fait c'est que c'est vendre de l'indé, genre vendre du Marvel et du Batman, ça se vend un peu tout seul. Enfin, si les gens viennent me dire je veux du Batman, je vais pas leur forcer à acheter d'autres trucs, parce que s'ils veulent du Batman ils peuvent kiffer, mais juste ce qui est cool aussi dans notre métier, c'est de faire découvrir aux gens des titres de ouf qu'ils auraient jamais acheté sinon. Et peut-être que nous on est un peu biaisé par ce truc là déjà, de voir que effectivement l'indé se vend bien chez nous, mais peut-être aussi parce que nous aussi c'est pas forcément pour dire qu'on est des très bons libraires, même si on l'est évidemment. Non, vous êtes prescripteurs, vous êtes des libraires indépendants déjà. C'est ça. Le meilleur relais pour des comics indépendants, ça reste des libraires indépendants. Puis en fait, on c'est pas fonctionne Amazon aussi qui va nous mettre en avant sur des comics indépendants. On fonctionne aussi par thème. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes disent, et ça, je trouve que c'est un des atouts aussi de l'indépendant, c'est j'aime la SF, j'aime le post-apo, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et ça, c'est plutôt intéressant pour les personnes justement qui ne viennent pas du comics de niche, de cette fameuse, de ces fameux 4% qui lisent des Big Two et qui connaissent très bien le monde des super-héros, Secret Wars et Civil War, et qui veulent juste découvrir autre chose, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, avec cette adaptation, est-ce que pour vous, ça pousse les autres éditeurs, même les éditeurs de Big Two, à se dire, bon, on va peut-être aller faire de l'indé ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'indé est avantageux ? Chez Marvel, je crois que côté ciné, ça va, ils s'en sortent pas mal. Ouais. DC, c'est différent, ils s'en sortent moins bien, mais non, mais oui. C'est pas faute d'essayer. Forcément, mais on parlait de Sandman, tu vois, tout à l'heure. Ils ont mis 30 ans avant d'y arriver, mais aujourd'hui, ils vont adapter Sandman là, en série télé, c'est quand même pas rien. Sandman qui est vraiment un fer de lance absolu de Vertigo. Mine de rien, le Watchmen de Snyder en 2007, il y a un peu de ça aussi. Après, eux sont beaucoup plus concernés par l'aspect merchandising des choses, justement. Ouais. Tu vois, le côté vraiment exploitation de licences tous azimuts, 360, comme on dit chez les start-upers, avec le jeu vidéo, avec le gacha, avec les toys, avec les cartes, avec les faux billets de banque, avec, enfin, tu vois, you name it, quoi, les cartables, les caleçons, les briquets, tout ce que tu veux, quoi. Donc, c'est pas la même démarche qu'un producteur de cinéma qui en général reste un peu un cinéphile quand même. Il faut pas croire que tous les producteurs sont des Harvey Weinstein en puissance. Je parle pas pour l'aspect, pour les mœurs, hein, je parle du fait que le mec adaptait des trucs sans même trop savoir ce qui sortait au ciné. Ou j'aurais pas dû parler de Weinstein parce que du coup on va penser à MeToo, mais ou des Bruckheimer, voilà, enfin ce genre de giga producteurs qui viennent même pas sur les tournages ou qui regardent même pas les montages finaux de leurs films. Mais le rôle d'un producteur à Hollywood aujourd'hui, c'est quand même de prendre une bonne histoire et d'en faire une bonne histoire sur un autre média. Donc eux, voient un intérêt féroce à ce qu'il y ait de plus en plus de comics, puisqu'en fait le comics a un avantage énorme, c'est que c'est un storyboard, et qu'aujourd'hui un bon film, en général, il a un bon storyboard. Le storyboard, c'est vraiment l'étape la plus importante en BD, en animation et au cinéma. Donc c'est quand même plutôt pratique quand ton matériau de base c'en est un avec des couleurs, tu vois, en gros, et puis un peu plus de narration et de mise en scène, parce que ça reste une bande dessinée qui doit pouvoir se lire à part entière sans les flèches qui disent où tu vas et où se place la lumière et tout ça, mais c'est clair que ça, c'est un avantage colossal. En fait, ça permet même de tester un peu le public
ça future-proof un petit peu ton IP, tu vois. C'est-à-dire que si t'es pas hyper confiant dans le fait d'en faire un film direct ou d'aller directement sur Netflix, bah tu trouves un dessinateur, tu passes par la case Image Comics, tu le sors, tu vois ce que les gens en pensent, tu vois quelles erreurs t'as faites en termes de mise en scène, de narration et tout ça, et tu les corriges au moment du passage au ciné. Le meilleur exemple de ça, c'est Mark Millar. Mark Millar, ça fait des années qu'il a compris cette logique et qu'il en est même l'un des fers de lance, et qu'il se dit, bah attends, en fait, je vais d'abord faire ma série là, comme ça en plus je vais ramasser un peu de blé en comics, et derrière, au ciné, je ferai pas les erreurs que j'ai faites en comics. L'auteur qui est avec moi, il va en profiter aussi. Après, voilà, il pour des résultats inégaux. Quand c'est, je sais plus comment il s'appelle, son réal qui avait fait X-Men First Class aussi, Matthew Vaughn. Quand c'est Matthew Vaughn, ça va, tu vois, sur Kick-Ass et tout, ça donne des bons films. Quand c'est des producteurs qui en fait achètent des droits mais vont pas au bout, c'est un peu plus emmerdant. Sur Nemesis, sur Magic Order, sur tout ça. Mais ouais, mais en France, on y arrive à cette logique. Donc, on n'est pas en avance en général sur ce genre de truc un peu capitaliste. Mais de plus en plus, les maisons d'édition traditionnelles en France, je ne vais pas les nommer parce que je vais pas me faire d'amis, mais regardent du côté des adaptations tout de suite, essayent de vendre leurs droits aux Américains, aux Japonais, aux Coréens, un peu à tout le monde, en disant bah regardez, vous avez le storyboard qui est là, vous avez juste à nous acheter les droits, après vous démerdez quoi. C'est facile quoi. Bah il n'y a pas plus facile en tout cas. C'est marrant parce qu'on a toujours tendance à se dire que les adaptations peuvent porter les comics, mais des fois on peut se demander si c'est pas l'inverse. Genre Spider-Man, je vois partout, j'en vois 3 par film, j'en vois dans jeux vidéo partout, mais en comics ça marche pas de ouf. Là, ça se vend bien parce que c'est Spider-Man et que ça se vendra toujours un petit peu bien, mais ça pourrait beaucoup mieux marcher. Batman, ça se vend très bien, mais c'est le seul. Et il y a 10 ans, personne connaissait Dr. Strange, enfin quasi personne, ou en tout cas que les lecteurs assidus de comics. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui les gens le connaissent et le voient à peu près partout quand tu te balades sur YouTube, tu peux pas faire 2 vidéos sans tomber sur une bonne annonce, mais c'est pas pour ça que ça se vend, en tout cas on le voit pas en boutique. Et surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si la série ne fonctionne pas, on en parlait aussi en off tout à l'heure, Sweet Tooth, ça ne pousse pas le comics. Ça, c'est un vrai problème aussi, où quand il y a un échec d'adaptation, du coup, ça implique encore plus le comics. Alors, c'est même pas sûr que quand ça réussit, ça ramène des ventes. J'ai pas les chiffres, mais je crois que ça a un peu poussé quand même pour Sweet Tooth. Sweet Tooth, c'est un peu poussé. Ouais, au global, sur toutes les librairies en France, ce que nous on appelle le GFK, qui est donc le fameux tableur Excel qu'on reçoit en tant qu'éditeur tous les vendredis, qui nous donne les chiffres de vente, ça a quand même poussé un petit peu. Ça pousse toujours un tout petit peu de toute façon. Ce qui peut être suffisant sur une série comme Sweet Tooth, qui par ailleurs avait dû trouver son économie en étant juste un comics, et un très bon comics, parce que c'est vrai que la série est nulle. Par contre, le comics est excellent. Mais en vrai, je suis pas étonné. Enfin, ça n'a pas changé du coup par rapport à l'époque où j'étais moi-même à travailler sur les films du MCU et à regarder un petit peu comment ça se transformait en lecteur. En fait, c'est un déficit d'intérêt aussi. Et c'est aussi, bon, malheureusement, on le rappelle à chaque fois, mais les comics, ça coûte très très cher. Donc en fait, les parents qui vont en famille avec 3 gamins aller voir Dr. Strange, ça va déjà leur coûter 60 balles de ticket de cinéma. Si derrière, il faut rajouter 30 ou 40 balles pour avoir un comic book qui en plus n'est pas hyper familial puisqu'il est plutôt pour l'ado qui est déjà d'un âge un petit peu avancé, bah forcément, ça devient pas hyper intéressant. Et le comics souffre d'un déficit d'intérêt, d'un problème de prix et tout ça, qui font que sa transformation est un peu plus compliquée. L'avantage sur l'indé, c'est que souvent ça se sait quand une série est adaptée d'une BD indé. Je sais pas comment, mais l'information passe beaucoup mieux en général. Lock and Key, les gens savaient que c'était un comic book avant. Pourquoi ? J'en sais rien. On n'a pas les moyens de communiquer comme Netflix, nous, chez iComics. Et pourtant, les gens le savaient. Et donc, ça a été transformé derrière. Est-ce que c'est pas parce que c'est pas du super-héros, justement, c'était ma prochaine question, où l'indé aussi se différencie parce qu'il met pas en avant du super-héros. Ouais, mais donc, du coup, les gens vont différencier. Based on the graphic novel, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, je sais pas. Je pense que il y a des choses comme ça qu'on s'explique pas trop, des petits phénomènes internet. Comme Sabrina aussi. De gens qui se parlent. D'informations qui circulent bien et tout ça, ça se fait complètement sans notre contrôle à nous, éditeurs ou maisons d'édition. C'est plus les communautés entre elles, ça va être Reddit, tu vois. Je l'ai vécu avec Junji Ito, par exemple, côté manga, où Junji Ito a vraiment été redécouvert par les Américains, et par Reddit, en fait, et par le fait qu'il ait gagné des prix à San Diego, et comme quoi ça reboucle un peu avec le comics. Et du coup, derrière, comme ils en ont beaucoup parlé entre eux, les fans, les communautés de fans, bah, du coup, il y a eu un intérêt qui est venu nous porter, tu vois, sur le marché. Mais
En fait, bêtement, ça dépend aussi de la qualité de ton histoire et de l'intérêt que les gens y portent. Et donc, en fait, plus ton histoire est bonne, meilleur est le bouche à oreille, tout bêtement, quoi. Et plus elle est engageante, et encore meilleur est le bouche à oreille et tout ça. Et plus c'est indé, plus t'as envie de le partager aussi. Alors que Doctor Strange, même si tu lis un bête de run de Jason Aaron et Chris Bacalo, je sais même plus s'il était bien ce run, mais c'est parce que je l'ai vu là-haut. Ça va. Mais c'est Chris Bacalo, donc c'est toujours un peu bien de toute façon. Et Aaron, pareil, par ailleurs. Mais tu te sens moins le besoin d'aller le prescripter, quoi, tu vois. D'aller dire à quelqu'un, il faut absolument que tu lises ce run et tout. Peut-être, tu vois, sur Thor, là, sur le prochain Thor, on aura ça. Ou le run d'Aaron, notamment avec Jane Foster qui devient Thor et tout ça. Peut-être que là, les gens voudront un peu flex et dire, mais moi je le savais, j'avais lu les comics où en fait Thor était une meuf et tout ça. Mais ça dépend aussi du contenu, de l'histoire, de la narration, à quel point celle-ci engage un peu le spectateur, quoi. Complètement. Tu voulais rebondir dessus peut-être. Est-ce que toi aussi, tu as cette façon en librairie de pousser certains titres parce que tu veux aussi défendre un éditeur, ou ça va être juste pour le titre? Ah oui, c'est sûr qu'en plus, on veut toujours défendre déjà des bonnes histoires. Ce qu'on aime, c'est défendre des bonnes histoires, des bons dessins. C'est sûr que ça fait toujours plaisir, et on essaye aussi de mettre en avant des gens qu'on se dit qu'ils ont plus besoin qu'on les mette en avant, qui ont moins de visibilité médiatique, moins de pubs dans le métro, je sais pas. Et où les gens vont naturellement moins y aller. Et du coup, il n'y a rien qui fait plus plaisir à un libraire, je pense, qu'un client qui revient, qui disait ça, je ne l'aurais pas lu, mais franchement, c'était fou. Et ça, quand il y a des clients qui reviennent comme ça, et ça fait trop plaisir, on se dit que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Et c'est sûr que, alors ça arrive aussi sur du Batman, ça arrive aussi sur du Marvel. Il y a des gens qui on a vendu, je sais pas, un long Halloween pour la sortie du film et qui se sont mis à lire du Batman depuis. Et c'est clair que ça fait plaisir. Mais par contre, mettre en avant des petits éditeurs de partout, en fait, ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Et en parlant de petits éditeurs et de plus grands, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées actuellement sur la scène comics, et notamment des annonces de certaines grandes boîtes avec des changements, des formats poche. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le comics indé est quand même touché par certaines actions des Big Two? Alors du coup, tu parles sûrement de la collection au format manga de Urban. Je sais pas, je connais pas le line-up en totalité. Je sais qu'il y a Transmétropolitan dedans, chef-d'œuvre absolu de Watchmen. Il y a la cour des hiboux. Il y a du Batman et du Watchmen. Il y a Fable, il me semble. Il y a Fable, ouais. Bah, du coup, on est sur du semi-indé parce qu'on est sur du Vertigo. Donc des séries qui appartiennent à DC Comics, grand groupe coté en bourse, Warner Bros, etc. Toute la réflexion qu'on développait tout à l'heure. Ça peut évidemment. Moi en fait, pour moi le comics devrait pouvoir se contenter de son format et être séduisant avec son format. Après, je vais pas du tout bouder si ça permet à des gens de découvrir des comics et de, par exemple, découvrir Watchmen ou découvrir Batman ou découvrir Transmet ou Fable ou quoi. Et ensuite, du coup, de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour aller vers tout ce qui reste en comics. Le problème, c'est que c'est un format qu'on peut faire qu'en étant un énorme éditeur, ce qui est le cas d'Urban Comics, qui est aujourd'hui leader de son marché. Enfin, Panini est numéro 1, mais Urban est juste derrière. C'est vraiment les deux très grosses maisons qui font le marché et la pluie et le beau temps, je dirais. Et du coup, ils le font que sur des séries qui sont déjà rentabilisées chez eux. Et pourtant, il faut quand même en vendre quelques milliers avant que ce format-là, que chaque bouquin soit rentable, en fait. Tu vois. Et on revient sur l'argent où tu parlais de définition de l'indé, où ça se joue énormément. Parce que typiquement, moi, je rêverais de pouvoir faire 10 Savage Shores, par exemple, en 3 formats différents et tout ça. Mais le problème, c'est que chacun de ces formats devrait en vendre 3000 exemplaires pour être rentable. Donc, je ne peux pas le faire, en fait, tout bêtement, parce que on est déjà péniblement à 6000 ventes, tu vois, depuis la sortie du livre, ce qui est déjà énorme pour des comics, hein. Je sais que ça fait peu comme ça, mais la réalité du marché, c'est celle-ci. Et du coup, j'en pense que c'est bien si ça permet à des gens d'aller vers le comics. Voilà, de se mettre le pied à l'étrier sur des comics. Je comprends pourquoi ils le font pas sur leurs indés, parce que c'est structurellement pas possible, en fait, de gagner de l'argent là-dessus. Je trouve ça quand même assez courageux de le faire sur Transmet et sur Fable, ça c'est plutôt chouette. Watchmen est déjà rentabilisé pour les 120 ans à venir, donc ça devrait aller. Batman, j'en parle même pas, il a un millénaire devant lui. Mais après, il y a un autre souci qui se pose, mais qui est là, est très structurel, un peu ennuyeux, on parle de logistique pure, c'est que ça prend de la place dans les rayons et que les rayons comics sont déjà en train de réduire parce que le manga et le webtoon prennent une place folle. Et donc du coup, si ces rayons qui sont déjà en train de vraiment de fondre un peu, on se retrouve avec nos petits indés qui sont poussés à la marge ou directement en bibliothèque dès la sortie en nouveauté par ces collections
qui paraissent plus sexy parce que beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible, c'est un peu embêtant. Et ce que j'entends aussi de la part des libraires, c'est bien beau de faire des livres à pas cher, mais nous on marche beaucoup moins dessus. Donc en fait, nous aussi, il faut qu'on en vende beaucoup avant que ce soit vraiment rentable pour nous. Et c'est la raison pour laquelle ces collections-là étaient réservées à Leclerc, Auchan et Carrefour jusqu'à maintenant. Hein. C'est tout bête. Hein. Dans les Carrefour, les trucs Marvel à 3 €, c'est ça. C'est que eux, ça les dérange pas. Ils ont la place de mettre des PLV qui font 3 mètres machin. Un libraire de centre-ville ou de quartier n'a pas la place de ça. Surtout pas pour faire à peine 1,50 € de bénéfice dessus. Ouais. Alors que sur un comic book à 16 balles, il va faire à peu près la part. En gros, un libraire va faire 35% de marge par rapport au prix de vente public. Donc voilà, ça soulève plein de questions. À la fois, vu que l'objectif, c'est quand même la sauvegarde de cette culture, parce que c'est une culture à part entière avec un grand C, la culture du comics, quoi. Du coup, j'essaye de voir le verre à moitié plein. Mais il y a des jours où je suis plus pessimiste, et voilà, t'es tombé sur la bonne journée. Sur le bon jour. Moi, pour la collection Urban Nomads, je trouvais que c'était une démarche presque teintée de mépris envers les lecteurs, dans le sens où... C'est lui qui est plus pessimiste aujourd'hui. Dans le sens où, en fait, j'ai l'impression qu'on réduit les lecteurs, que ce soit comics, manga, à les geeks, et que ça nous dit, regardez, vous aimez le manga, on vous a mis un comics dans un manga, et que c'est pour ça que ça va se vendre. Alors que c'est réduire le problème à une question de prix et de format, alors que le problème, c'est aussi la question de contenu, et de ce qu'on disait tout à l'heure, d'intérêt envers ce contenu. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant d'activer plus ce genre de levier, ouais, c'est ça, et puis de mettre plus en avant, des travails d'autrices pour intéresser d'autres publics, peut-être un public plus féminin et autre que sur des personnages genre Captain Marvel ou Black Widow. Tu marques totalement des points sur le fait que faire ça sans même essayer de bien accompagner les sorties, on peut trouver ça un peu cynique, effectivement. C'est ça, oui. C'est tout ce que j'en dirais, parce que je peux rigoler avec les gens. C'est important de bien accompagner les bouquins qu'on fait, plutôt que de juste les poser, attendre de voir si ça marche, et oh, surprise, ça marche pas. Travail de com et de marketing derrière, ouais. Effectivement, on peut pas... Enfin voilà, le libraire, faut bien comprendre que des libraires spé comics, il y en a très peu, et des libraires généralistes, ils se prennent 400 nouveautés par mois. Donc, comme le comics, c'est généralement pas ce qui leur apporte le plus de sous à la fin du mois, évidemment, c'est pas là-dessus qu'ils vont investir le plus de temps et tout ça. Donc après, tu peux avoir, si t'es un gros généraliste, tu peux avoir un libraire spé comics qui a son rayon à lui, tout ça, qui lui va être prescripteur et du machin. Mais voilà, je pense qu'il y a une démarche effectivement à faire pour expliquer nos titres, présenter nos auteurs. Un énorme travail. Mais c'est ce que tu fais toi avec toutes les vidéos et la communication. Je fais pas beaucoup de titres. Avec Nicolas Beaujean aussi 404, mais voilà. Parce qu'on fait pas beaucoup de titres. La réponse, la différence, elle est juste là. Urban, moi je sors 6 indés à l'année. Urban, ils peuvent en sortir 6 en 2 semaines. Donc, et il y a des semaines, il y en a 52. Donc forcément, le ratio, il est, ça fait 25 fois plus. Donc 25 fois plus, même s'ils ont plus de staff que nous, puisqu'on est des toutes petites équipes, nous en l'occurrence, que ce soit Nico ou moi. En vrai, ils n'ont pas forcément le staff pour aller de l'avant et tout ça. Mais on est aussi à l'ère d'internet et tout ça. Je pense que effectivement il y a un déficit de communication autour des sorties d'indé. Ça, c'est une certitude, c'est un message que moi je porte depuis longtemps. Nous on le traite en faisant nos petites vidéos YouTube, nos petits trucs machin, mais parce que voilà, un indé, j'en ai même pas un par mois, quoi. Donc j'en ai un tous les 2-3 mois, quoi. Et du coup c'est moins dur à défendre et à expliquer et tout ça. Et puis forcément, ma curation, elle est plus précise aussi. C'est-à-dire que je shoote pas à la sulfateuse pour ensuite avoir 50 bouquins à sortir. J'y vais vraiment à la pince à épiler, à chaque bouquin, tu vois, tiens, celui-là, je le veux vraiment, machin. Alors des fois, il y en a que j'arrive pas à avoir, parce que je ne gagne pas la négociation auprès des agents et tout ça. Mais ça arrive même régulièrement. Mais par contre, ceux qui sortent, c'est parce qu'on les a vraiment voulu. Et donc, derrière, c'est un peu le minimum pour nous de bien les accompagner, parce que le voyage, il commence bien avant la sortie, en fait, pour nous. Notre métier, c'est aller les chercher longtemps avant, les faire produire, traduire, les traits, tout ça, voilà, imprimer et tout. Et ensuite, il commence sa vie, sa nouvelle vie dans les mains des lecteurs et tout. Et même accompagner sur la durée. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais des fois, on accompagne une sortie sur la nouveauté, puis après, on la laisse vivre un peu comme ça, tu vois. Genre, comme si c'était juste du marketing. Alors que on fait pas ce métier pour faire du marketing, on vend pas des aspirateurs, si tu veux. On n'est pas là pour vendre le nouveau modèle de comics. On est là pour vendre des histoires et de l'art ou de l'artisanat, si on veut être un peu plus, voilà. Mais plein d'histoires différentes aussi. C'est toute la richesse et c'est là la raison pour laquelle nous on fait ce métier. Du coup, selon vous, pour un peu terminer sur l'indé, quel est l'avenir aujourd'hui du comics indépendant, Marceau? L'avenir, on peut faire que des suppositions. Que moi j'espère que ça va aller pour le mieux. J'espère que je souhaite pas du tout l'effondrement des Big Two. Enfin, moi je kiffe Marvel, je kiffe DC. Enfin, si on kiffe les comics, je pense que on lit forcément un peu de Marvel, de DC. Enfin, pas forcément, mais
c'est quand même des piliers de l'industrie. Mais c'est clair que l'indé offre des histoires et des dessins qu'on ne verrait pas chez les Big Two et que... De toute façon, il faut une pluralité des offres, que ce soit au niveau du scénario, des thèmes abordés, des autrices, des auteurs mis en avant. Du coup, j'espère qu'on peut que espérer que ça va aller mieux, mais il va falloir bosser dur, je pense, pour y arriver. Ouais, bah là je vais être un peu pessimiste de mon côté parce que typiquement chez iComics, on peut pas faire les prix de lancement à 10 € et ce genre de choses qui donnent envie un peu à tout le monde. Parce que structurellement on peut pas, parce qu'en fait le business model ne le permet pas. En fait, pour le dire rapidement, nous on peut pas. Alors il y a des bouquins qui perdent de l'argent, mais on peut pas sortir un bouquin en pensant qu'on va perdre de l'argent dessus. Les gros groupes, ça changera pas grand chose en fait. Enfin, je veux dire, ils sortent tellement de livres que de toute façon, voilà, tu shootes et après tu comptes les morts quoi. Et nous on peut pas vraiment. On n'envoie qu'un soldat par un soldat quoi. Et moi, j'ai peur d'un truc, c'est que toutes les initiatives type iComics ou 404 Comics ou Bliss ou Delirium, c'est un peu différent parce que Laurent fait vraiment ça en indépendant total pour le coup, avec une petite diffusion, une petite distribution, en mettant vraiment les mains dans le cambouis, lui et tout. Donc c'est très différent de notre organisation à Delcourt, iComics, Urban, Panini et tout ça. Black River peut-être aussi. Black River qui est du coup le nouvel acteur sur le marché, mais qui démarre avec des licences. Parce qu'ils ont bien compris que l'indé, c'était pas l'Eldorado aujourd'hui. Donc il démarre direct avec Magic, avec Assassin's Creed et tout. Et moi, je fais des cauchemars d'un monde où il n'y aurait plus que des licences, quoi. Vraiment, parce que les licences m'emmerdent. Mais parce que, d'un point de vue coulisses, quand je vois comment les licences sont travaillées, en fait, c'est l'explication de pourquoi c'est moins bien que l'indé, elle est très concrète. Hein. C'est que les auteurs sont beaucoup moins libres, en fait. Et même s'il y a des auteurs qui bossent très bien sous la contrainte et qu'il y a des super histoires dans les licences, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que toutes les licences sont nulles. Moi aussi, je lis encore un peu de DC, un peu de Marvel, un peu de trucs à droite à gauche. Et j'en publie, Tortue Ninja, Rick and Morty, encore une fois. J'ai peur quand même que des initiatives comme nous, en tout cas sur la partie indépendante, soient vouées à ralentir, voire à disparaître à terme, parce que les indés qui gagnent de l'argent sont extrêmement rares, c'est la réalité, et quand ils en gagnent pas beaucoup, et à un moment donné, nos patrons nous payent pas pour qu'on fasse des bouquins qui leur font perdre de l'argent. Donc, voilà, nous, chez iComics, je sais que j'ai supprimé 3 indés du planning 2023 parce que y avait peu de chances qu'ils fonctionnent, tout bêtement. Et, par rapport au public, par rapport au... Par rapport à tout ce qui rentre dans la vie d'un livre et de son succès. Mais ça se trouve, je me suis planté et il y a un univers parallèle où je sors les 3 et où les 3 ont vendu 10 millions d'exemplaires et Laurent Ruquier en fait la promo sur Europe 1, tu vois. Mais je crois pas. Sympa ce multiverse. Hein. Ouais. Tu me donneras le nom de la planète. Exactement. Mais... non, en vrai, je suis assez inquiet, moi, là-dessus. Parce que mon métier, ce qui m'éclate le plus, c'est de faire des indés. Mais ça, c'est moi, ma marotte perso chez iComics. Mais faire des licences, exploiter du fond de catalogue, pas besoin d'un éditeur pour faire ça, en fait. Tu vois, ça peut se faire avec une diffusion et des gens qui vont faire de l'exé, quoi, comme on dit, au quotidien. Moi, mon rôle, c'est d'aller chercher des petites pépites à droite à gauche. Et quand je vois que certaines de mes pépites vendent 600 exemplaires, et que mes boss me disent on va peut-être pas sortir le tome 2, je peux pas leur donner tort. Donc, Dieu merci, ils savaient que sinon j'allais faire un caca nerveux, donc ils m'ont laissé sortir le tome 2 quand même. Mais je comprends pourquoi on aurait pu ne pas le sortir. Et ça, c'est récurrent. Parce que cette culture va pas forcément méga bien et que voilà, il faut, comme tu as dit Marceau, il y a du boulot. En fait, la question c'est ça. Est-ce que on a envie de tous collectivement de se mettre au taf pour la sauvegarde de la pluralité des comics? Parce qu'il y a un autre constat que j'ai fait, j'en profite ici parce que je peux pas trop en parler dans mes vidéos officielles, mais le comics ça marche mieux quand c'est des histoires de mecs et particulièrement quand ils sont blancs, quoi. Et ça c'est très concret. Super. En vrai. Non mais je sais que c'est et même ça, je vais m'attirer des foudres en disant ça, en disant oh tu vois le mal partout, social justice mes couilles, t'es woke machin et tout ça. Non, la réalité c'est ça en fait sur le marché. Dès qu'on va parler de minorité ou qu'on va parler de religion ou même juste de spiritualité ou quoi, ça marche beaucoup moins bien. Et quand bien même tu gagnes des Eisner Awards et des sélections officielles à Angoulême et tout, ce qui me font dire que le problème, c'est pas la qualité des livres, c'est vraiment leur accueil et tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une culture très masculine, très blanche, parce que Marvel et DC ont très longtemps été très masculins et très blancs. C'est des maisons qui ont fait un peu leur mea culpa et qui ont changé dans les années 2010, avec Perte et Fracas, ça a créé le Comics Gate et toutes ces merdes-là, mais en vrai, c'est la réalité, quoi. Et du coup, comme tout déterminisme social, ça met longtemps avant de se transformer et tout. Oui, bien sûr. Et la transformation, elle est risquée, parce que du coup, on risque de perdre de la pluralité pendant la phase de transformation. Et à nous, les acteurs, à vous, les libraires, à vous, les lecteurs, d'être
rester solide, de soutenir les bonnes choses et tout. Et il y a un truc que moi je vois en comparant le manga et le comics, c'est toujours les mêmes têtes dans le comics. Alors que dans le manga, je connais pas vraiment mes lecteurs, si tu veux, c'est hyper varié. On touche vraiment en termes d'âge même, c'est très très Exactement. différent. Et en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de provenance, en termes de revenus mensuels, tu vois, tout ça. Il y a de tout, quoi. Aohashi, je le fais lire à des gamins de 7 ans avec des potes qui sont parents et qui leur font lire, autant qu'à des entraîneurs de foot qui ont 55 balais, autant qu'à des philosophes, qu'à des taulards, tu vois. Enfin, c'est concret. Le comics, on se ressemble un peu tous quand même. Et je dis ça en ressemblant moi aussi à mes lecteurs. Oui. Puis même, les personnes qui parlent de comics, moi aujourd'hui qui connais de la presse, des influenceurs, des youtubeurs, de ce que tu veux, majoritairement c'est des mecs blancs. Majoritairement. Et effectivement, ça, du coup, derrière, ça se traduit aussi sur le marché. Et vu que c'est le marché qui décide de ce qui sort, et donc de la pluralité éditoriale et artistique, ben voilà, on peut pas faire de la magie. Moi, je pourrais pas continuer à défendre longtemps des titres qui vendent pas auprès de mes patrons. Ils ont vu l'arnaque au bout d'un moment. Ils ont compris, tu vois, au bout de 5 ans, ils se sont dit... Rick and Morty ça marche bien, mais alors le reste on va peut-être lui dire quand même. C'est quoi déjà les autres trucs? Et non, mais tu vois, Savage Shores ça marche bien, mais pareil pour l'anecdote, ça du coup je le montre à la caméra. Ouais, on va en parler. La dorure, j'ai dû la négocier pendant des mois, et aujourd'hui je pense que c'est cette dorure qui fait qu'on l'a si bien vendu ce bouquin. Mais faire une dorure sur des comics, c'est pas un détail, quoi. Alors que bon, faire une dorure sur un manga, c'est déjà beaucoup plus imaginable parce que les tirages sont beaucoup plus élevés et tout, quoi. Et voilà, donc tout ça c'est un petit combat au quotidien. Un petit combat du quotidien, exactement. Et puis après, pour revenir aussi sur le fait que Marvel maintenant commence à embaucher des scénaristes, des dessinatrices et tout ça, certes, mais par contre, c'est souvent sur des séries Black Widow, Captain Marvel, uniquement sur des persos féminins. Et c'est dommage parce que pourquoi pas leur filer un Avengers, pourquoi pas leur filer un Spider-Man on réduit toujours le cas d'ici avec Joel Jones qui est écrit que sur Selina, c'est très dommage. Pareil au cinéma, on a attendu Captain Marvel et Black Widow pour filer des films à des réalisatrices. Donc, pourquoi On rigolait beaucoup avec un ami qui s'appelle Dick Irvan, du coup, donc qui a dessiné Shang-Chi chez Marvel, et qui, en gros, mais lui-même en est conscient, hein, ce sont ses mots, c'est pas moi qui dis ça, mais en gros, c'est un super dessinateur qui a un talent fou, mais en gros, c'était un peu l'asiate de service parce que le personnage était asiate. Et il me disait, ça m'emmerde un peu, moi je voudrais dessiner Spider-Man et tous les mecs, en fait. C'est pas parce que Spider-Man il est blanc et que moi je suis asiate que j'ai pas le droit de le dessiner, quoi. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, à ce glissement un peu trop woke-washing, entre guillemets, où du coup, tu vois, il faut absolument être une femme pour écrire une femme et tout ça. On va un peu se faire chier sinon les mecs à la fin. Chacun va écrire que pour son petit précaré, et au final le privilège va rester le même. Complètement. T'as raison de l'évoquer. Bon, il y a encore beaucoup de travail, mais on va quand même finir sur une note positive. On va parler de comics et de nos comics préférés. En tout cas, je vous ai demandé sur de l'indé, qu'est-ce qui vous a marqué. Et donc du coup, Marceau, pour commencer. Alors moi, du coup, j'ai choisi Sentient, qui est un récit de science-fiction scénarisé par Jeff Lemire. Donc on parlait de Sweet Tooth, c'est aussi le mec qui a scénarisé Sweet Tooth, et dessiné par Gabriel Walta. Comment ? Black Hammer aussi. Dessiné par Gabriel Walta, que je connaissais assez peu. Et en fait, du coup, c'est un récit de SF où on va suivre un vaisseau qui s'appelle l'USS Montgomery, je crois, qui est un vaisseau destiné, il y a des colons dedans et qui est destiné à coloniser une planète. Et ce vaisseau va se faire attaquer par des pirates, et les pirates vont tuer tout le monde à part les enfants. Et les enfants vont être élevés par Valérie, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau. Et on va suivre la destinée de ces enfants qui ont été élevés par une intelligence artificielle. C'est vraiment très bien de la science-fiction intelligente et trop bien. Lisez-le. Un petit one shot en plus super accessible pour tout le monde. Encore Jeff Lemire qui parle d'enfance du coup. toujours pareil. C'est marrant, ça me rappelle deux mangas, un dont j'ai perdu le nom qui est sorti chez Kiyun il y a très peu de temps, qui est une créa, qui lui-même du coup me rappelle L'école emportée de Kazuo Umezu, qui est un chef-d'œuvre absolu, pareil avec une école qui glisse de dimension avec que des enfants, il y a un seul adulte mais du coup il va pas survivre très longtemps, spoiler, et du coup des enfants qui doivent un peu créer une société entre eux et tout, mais comme ce roman, comment il s'appelle ? Sa Majesté les Mouches, non ? Je crois que c'est ça. Il dit quelque chose, ça. Ouais. Et du coup, moi j'avais mis sur la table de base Reckless parce que c'est un de mes derniers coups de cœur. Et du coup, on me dit bon alors qu'est-ce que tu veux, Criminal. Du coup, Brubaker est là. Ouais. Bah oui, moi effectivement, si je devais conseiller une série en comics, en fait, je la conseillais déjà quand j'étais libraire à l'époque parce que ça permettait d'expliquer aux gens que les comics c'était pas que Marvel et DC. En plus, c'était à l'époque où Brubaker était scénariste de Captain America, donc juste après Civil War, pour un run absolument légendaire avec Steve Epting. Et du coup, je faisais lire
lire Criminal aux gens. On était au tome 3, je crois, à l'époque. Criminal, c'est un peu Sin City dans un univers réaliste, du coup. Donc des petites frappes et des gangsters et tout ça dans une série chorale où les différents personnages vont se croiser et tout ça. Et en fait, Ed Brubaker, accompagné de Sean Phillips, donc, qui est son compère de toujours, ont prolongé l'univers de Criminal dans plein d'autres séries derrière. Bon, ils ont fait plein de choses ensemble en indé chez Image, et je conseille tout ce que fait Ed Brubaker tout court, et particulièrement ce qu'il fait du coup chez Image. Et donc Reckless, là, qui est sa dernière sortie en date, alors le tome 2 a dû sortir il y a peu de temps. Pour moi, c'est absolument extraordinaire, c'est ce que le comics fait de mieux. Alors faut aimer un peu le polar, faut aimer un petit peu les choses noires, c'est pas hard-boiled du tout, c'est plutôt très réaliste, mais c'est dingo, on rentre vraiment dans le vice de la psyché humaine. En plus, je crois que Criminal se passe à Chicago, et là on est sur la côte ouest, donc il change un petit peu, il y a ce côté un peu road trip dans les US et tout. Il y a des pages de bonus qui sont absolument dingues, les éditions de Delcourt sont super, et spoiler, ça vend pas très bien. Donc il faut, mais comme tous les indés, c'est voilà. Et pourtant je sais que Thierry aime autant que moi et le pousse en plus le publier, et le pousse. Alors ça vend mieux depuis quelques années, mais pendant longtemps c'est resté vraiment un truc d'initié, et c'est dommage parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et Brubaker, depuis, il a écrit sur Westworld, il a écrit sur plein d'autres choses, et c'est vraiment un des meilleurs scénaristes de cette industrie, et c'est un des mecs les plus intéressants et les plus fascinants que je connaisse. Et voilà, donc lisez Criminal, lisez Reckless, lisez Fatal, lisez The Fade Out. Ouais, Fatal, c'est trop bien. Voilà, il y en a plein. Il a fait des trucs sur le ciné, des trucs Lovecraftiens et tout ça, et à chaque fois c'est proche du chef-d'œuvre quand même. Donc ouais. Et commencez par Criminal, parce que pour moi le mieux reste l'origine Criminal, c'est magnifique quoi. Alors moi du coup normalement j'en parle pas, mais là quand même je voulais un peu mettre iComics en avant. Je voulais mettre mon coup de cœur. Donc c'est cette pépite, alors il vous l'a montré tout à l'heure, c'est Vish Savage Shore. Donc du coup c'est, comment expliquer, c'est du vampire avec du colonialisme, c'est fou. Du vampire décolonial. Ouais, et ça soulève plein de choses, les personnages sont hyper intéressants, le dessin est magnifique. C'est aussi un bel objet à offrir. Moi justement, comme on disait en off, c'est quelque chose que j'ai offert à des personnes qui lisent pas des comics, et ils se sont dit waouh, trop bien, mais alors pourquoi on m'en a pas parlé avant? Voilà, c'est tout le problème de l'indé, mais aussi c'est toute la beauté de l'indé. Franchement, c'est génial, c'est mon gros coup de cœur iComics. C'est un des bouquins que je suis le plus fier d'avoir publié dans ma carrière chez iComics, avec I Kill Giants. Je pense que c'est les deux indés, plus encore que Bitterroot ou Invisible Kingdom, qui ont gagné les plus grands prix de la BD et tout ça. Pour moi, I Kill Giants et Savage Shore, c'est vraiment les deux bouquins. Je les prends dans la tombe avec moi, ceux-là. Pas tout de suite, hein. Non, j'espère pas. Le comic sera à ma peau un jour, mais pas tout de suite, j'espère. Il y en reste 2-3 à sortir quand même. Top. Bon, merci beaucoup les gars, c'était trop bien. Merci, cette émission avec vous. Merci à vous de nous écouter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, rebondissez un petit peu sur les propos, et puis surtout lisez du comics indépendant. Venez chez nous en acheter aussi, c'est pas mal. On est en boutique et sur le site comicscorner.fr, et puis on se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt.